La question aujourd'hui des marchés, du marché des obligations. C'est une demande qui m'a été faite par plusieurs personnes. Donc lors d'une précédente vidéo, j'ai abordé l'emprunt obligataire. J'ai expliqué ce qui caractérise un emprunt obligataire, ce qu'est une obligation, la façon dont un emprunt obligataire est remboursé, etc., etc. Donc aujourd'hui, il s'agira plutôt du marché des obligations. Donc, il faut savoir que le marché des obligations est moins médiatique que celui des actions, mais il est quand même relativement important de par le volume des transactions traitées. Alors, ne pas confondre donc une action qui est un titre de propriété et une obligation qui est un titre de créance négociable. D'accord ? Donc c'est un titre de créance négociable qui correspond, si vous voulez, à un emprunt. Alors cet emprunt-là, il peut être émis par l'État, par une entreprise privée, par une collectivité locale, par un organisme public, etc., etc. D'accord? Donc lorsque il y a une souscription, lorsque l'on souscrit à une obligation, lorsqu'on est détenteur d'une obligation, forcément on devient prêteur. Donc on prête de l'argent à l'organisme émetteur, donc à l'émetteur de cette obligation. Et bien sûr, en contrepartie, vous êtes effectivement rémunéré et bien sûr, cet émetteur va vous verser ce qu'on appelle un intérêt qui sera regroupé autour d'un coupon d'intérêt. D'accord? Donc ce coupon-là, on verra tout à l'heure, il sera versé périodiquement, soit tous les ans, soit tous les semestres. Et on verra comment il est calculé. On dit qu'il est calculé sur la base de la valeur nominale. Alors donc bien sûr, là on est dans le marché des obligations, autrement dit une fois que l'emprunt a été lancé, etc. Donc pour assurer cette liquidité, donc les détenteurs d'obligations toutes nouvelles peuvent effectivement les céder sur le marché financier. Alors bien entendu, il y a forcément toute une stratégie à avoir parce qu'il y a un problème de taux, il y a plein de composantes mathématiques qu'on va essayer effectivement d'expliquer lors de cette vidéo. Donc je vais essayer d'être... Bon, je ne vais pas être complet, c'est très très difficile, c'était quand même un domaine assez vaste, mais je vais essayer de vous donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir, surtout pour les étudiants, ceux qui préparent donc le DSCG, donc le diplôme d'expertise comptable. Oui, effectivement, il est question de l'UE2 qu'on appelle UE2 de finance. Alors avant de commencer avec l'aspect un peu technique, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'obligations. Il y a des obligations qu'on appelle des OCA, donc des obligations convertibles en actions. Il y a des obligations qu'on appelle des ORA, des obligations remboursables en actions. Il y a ce qu'on appelle des OAT, des obligations assimilables du Trésor. Il y a des obligations à taux variable, autrement dit le taux est fixé à l'émission de l'emprunt. Il y a des obligations à taux, fixe, des obligations à taux fixe où le taux est fixé à l'émission de l'emprunt. Nous avons des obligations à taux variable, mais attention, nous aurons toujours un taux minimum, ce qu'on appelle un taux plancher, et un taux maximum, justement pour éviter les zones d'incertitude. Donc nous avons forcément au départ un taux variable, un minimum et un maximum. Et nous avons aussi des obligations, ce qu'on appelle des obligations à coupon zéro. Alors une obligation à coupon zéro, comme son nom l'indique, c'est une obligation, durant sa durée de vie, ne va verser aucun coupon d'intérêt. Autrement dit, elle sera remboursée sur une base relativement importante qui va justement intégrer le non-versement de ces intérêts lors de toutes ces périodes. Autrement dit, vous aurez donc un remboursement qui sera fixé au départ, plus majoré par effectivement les intérêts qui n'auront pas été cédés. On appelle ça des obligations à coupon zéro. Alors, une entreprise qui a de gros besoins, d'accord, dispose de plusieurs sources de financement.
Elle peut bien sûr rechercher ses financements sur le marché des capitaux propres, donc à travers une augmentation de capital ou une introduction en bourse, ou alors elle peut avoir recours à ce qu'on appelle l'endettement. Alors dans cette optique, donc l'entreprise pourra donc soit s'endetter auprès d'une banque, soit se financer auprès du marché des obligations. D'accord, elle a deux possibilités d'endettement. Alors en se finançant sur le marché des obligations, l'entreprise devient plus indépendante vis-à-vis des banques. En effet, chaque particulier, notamment, peut acheter des obligations sur le marché. En contrepartie, bien sûr, il sera rémunéré, il percevra ce qu'on appelle un coupon, et qui est assimilé à l'équivalent obligataire, c'est l'équivalent obligataire des dividendes. Lorsqu'on a une action, on perçoit des dividendes. Dans le cas d'un emprunt obligataire, dans le cas d'une obligation, on perçoit des coupons d'intérêt. Donc une obligation a forcément des caractéristiques. Premièrement, on est sur le marché, donc première chose, nous avons ce qu'on appelle la valeur nominale d'une obligation. Donc tout ça est fixé à l'émission. Valeur nominale de l'obligation. Nous avons le taux facial, ou le taux d'intérêt. C'est le taux qui sera utilisé pour calculer les coupons d'intérêt. Donc nous avons le taux nominal ou taux facial. Nous avons bien sûr la durée, son échéance de remboursement. Son échéance de remboursement. Et bien entendu, la valeur de remboursement. Donc si on prend toutes les caractéristiques, nous avons au départ, donc à l'émission, nous avons la valeur à l'émission, mais ça on ne s'en occupe pas puisque nous sommes dans le marché des obligations. Donc on va s'intéresser à la valeur nominale que j'appellerai V, le taux nominal ou le taux facial que j'appellerai I, et bien entendu la valeur de remboursement de l'obligation que j'appellerai grand R. De façon générale, la valeur de remboursement est au moins égale à la valeur nominale. Donc on dira dans ce cas-là que l'obligation est remboursée au pair. Si la valeur de remboursement est supérieure à la valeur nominale, on dira que l'obligation est remboursée au-dessus du pair. L'intérêt d'avoir une valeur de remboursement au-dessus du pair, c'est une incitation effectivement à la souscription au départ. Les obligations classiques, d'accord, elles sont en principe cotées, elles sont cotées en pourcentage de la valeur nominale. On dira qu'une obligation a la cote de 98%, de 102%. Vous avez compris que si elle est cotée à 98%, c'est qu'elle est en moins-value, c'est-à-dire qu'elle vaut un peu moins que la valeur nominale. Et si elle est cotée à 101%, 102%, nous avons une plus-value, elle est cotée au-dessus de sa valeur nominale. Et bien sûr, on dit qu'elle est cotée, d'accord, en pourcentage, au pied du coupon. Retenez bien l'expression au pied du coupon, c'est-à-dire c'est coupon couru non inclus. Donc lorsque vous avez la cote d'une obligation à 98%, on n'intègre pas dans cette cote, on n'intègre pas l'intérêt couru. Autrement dit, le coupon couru est non inclus dans la cotation. On préfère ce mode de cotation, pourquoi? Parce que ça donne une meilleure lisibilité sur le cours des obligations en général. Ça permet de comparer des obligations de nature différente, d'échéances différentes. Autrement dit, elles tiennent compte parce que d'une obligation 1 à une obligation 2, il peut y avoir plein d'éléments qui vont les distinguer. Mais globalement, ce qui va les rapprocher, c'est effectivement cette notion de cotation qui est à peu près identique puisque on se réfère toujours à un pourcentage de valeur nominale. Donc on voit très vite si une obligation est en plus ou moins-value. Et bien sûr, on ne se préoccupe pas des intérêts courus puisque la cotation se fait toujours au pied du coupon. Mais ça, on va le détailler dans nos calculs tout à l'heure. J'aimerais bien expliquer la notion d'intérêt couru. Admettons, on fait très simple. Admettons, aujourd'hui, on est le 5 mai. Et donc, j'acquiers une obligation le 5 mai.
Donc je l'acquiers, donc je regarde sa cote. Allez, on va raisonner en valeur. On va dire que son cours est de 1000 euros. D'accord? Donc je vais percevoir 1000 euros. Mais attention, en supposant que le coupon d'intérêt ait été détaché, payé il y a déjà 3 mois. Ça veut dire que je vais calculer le prorata d'intérêt entre le dernier détachement et la date du 5 mai. D'accord, je répète, je vais calculer le nombre de jours entre la date du dernier détachement du coupon et bien sûr le 5 mai. Et je vais donc calculer le prorata d'intérêt, c'est ce que j'appellerai l'intérêt couru. Donc à la cote précédente, on va dire 1000 euros, si j'ai, on va dire, 15 euros d'intérêt, donc il va falloir, comment dirais-je, pour acquérir cette obligation, il va falloir débourser 1000 plus 15, c'est-à-dire 1015 euros. Très bien, donc on va passer maintenant à l'évaluation d'une obligation, donc bien sûr avec les modalités de cotation. Alors, donc les obligations classiques, comme on l'a dit, sont en principe cotées en pourcentage de la valeur nominale. Donc elles sont cotées au pied du coupon, donc coupon couru non inclus. Alors pour le coupon couru, donc les intérêts courus, ils représentent la fraction du coupon couru entre le dernier versement du coupon, le dernier versement, la date que vous voyez ici, et bien sûr la date de négociation, c'est-à-dire la date du jour J. J'avais dit dans mon exposé le 5 mai, mais je voulais dire le 5 novembre. Donc ici, on va chercher la durée entre cette date-là, donc la date du détachement du dernier coupon, et bien sûr la date du jour. Et on va, en général, on va rajouter 3 jours. On va rajouter 3 jours de banque. Et ce coupon couru, il est exprimé en pourcentage de la valeur nominale. Donc la date du jour J correspond au jour de l'observation ou au jour de négociation de l'obligation. La période D qui s'écoule entre la date du paiement du dernier coupon et la date J servira de base au calcul du coupon couru, selon bien sûr la méthode des intérêts simples. Donc le coupon couru en euros. Alors regardez bien, on prend bien sûr des années de 365 jours. Donc le coupon couru en euros, c'est la valeur nominale fois le taux fois la durée D divisé par 365. En général, cette valeur D est incrémentée de 3 jours. Donc voilà comment on calcule le coupon couru. Alors bien entendu, après, là on va le trouver en euros. Et on va diviser la valeur trouvée ici par la valeur nominale, bien sûr multipliée par 100 pour trouver le coupon en pourcentage. Et vous avez compris, si je veux directement le coupon en pourcentage, je n'ai qu'à écrire I% que multiplie D divisé par 365. Autrement dit ici, donc C c'est le coupon couru en euros, V la valeur nominale en euros d'obligation, I% le taux nominal ou taux facial, en général taux annuel, pourcentage, D la durée entre la date de paiement et la date du dernier coupon, donc entre la date de paiement du dernier coupon, c'est la date de détachement du dernier coupon, et la date du jour J. Le coupon couru peut s'exprimer en pourcentage de la valeur nominale, et dans ce cas-là, vous divisez le coupon couru en euros par la valeur nominale. Mais comme je l'ai dit précédemment, il suffit bien sûr de diviser I% fois D, tout simplement par 365 multiplié par 100 pour retrouver le coupon couru en pourcentage.
Dans les journaux financiers, donc les obligations en général sont cotées en pourcentage de la valeur nominale. Idem pour le coupon, donc attaché à chaque obligation, le coupon couru est aussi coté en pourcentage de la valeur nominale. Bien entendu, son calcul est très important puisqu'il est nécessaire, en particulier lorsque son détenteur donc revend son obligation, donc à la revente d'une obligation, il faut savoir que le prix de vente de cette obligation comprend donc la valeur de l'obligation, donc le pourcentage multiplié par la valeur nominale, plus bien sûr, les intérêts courus qui sont mesurés par le coupon couru, soit en pourcent, soit en euros. Donc ça, c'est pour effectivement évaluer, donner le prix pour acquérir une obligation à un instant T. On va prendre donc un exemple. Admettons donc on a un emprunt obligataire qui a été émis le 1er septembre N au taux de 6%. Donc ça c'est le taux nominal, le taux facial, 6%. Et la valeur nominale d'une obligation est de 700 euros. Donc il y a un opérateur qui souhaite acheter une obligation le 15 novembre N. Hein, quel sera le montant du coupon couru à cette date? Vous voyez, en réalité, ici, il faut calculer. Donc, si l'emprunt a été émis le 1er septembre N, d'accord, il faut calculer le nombre de jours séparant le 1er septembre N au 15 novembre N. Alors, le nombre de jours séparant donc le versement du dernier coupon, donc le 1er septembre N, et la date de négociation de l'obligation, c'est-à-dire le 15 novembre N. Alors bien sûr, entre le 1er septembre et le 30 septembre, ça nous fait 30 jours. Du 30 septembre au 31 octobre, ça me fait 31 jours. Du 31 octobre au 15 novembre, ça me fait 15 jours, soit bien sûr un total de 76 jours. Alors pour évaluer, pour calculer donc ce coupon couru en pourcent, d'abord en euros, donc on va le calculer en euros, c'est 700, valeur nominale, multiplié par 76, divisé par 365, multiplié par 6%. Bien sûr, vous remarquerez que je n'ai pas majoré de 3 jours. Donc j'ai gardé 76, j'ai gardé le côté un peu scolaire, côté théorique. Dans un énoncé, dans un examen, bien sûr, cette donnée vous sera précisée. Et donc ça fait 8,74 €. Et bien sûr, en pourcentage, c'est tout simplement 8,74 divisé par 700. Mais vous avez compris, j'aurais pu directement trouver 1,25% en faisant 76 divisé par 365 multiplié par 6%. Quelques informations sur la valeur au pied du coupon d'obligation. Donc, la cotation au pied du coupon d'une obligation signifie que le cours de l'obligation sera exprimé hors prise en compte du coupon couru. C'est-à-dire que le cours de l'obligation, bien sûr, est toujours exprimé en pourcentage de sa valeur nominale. Alors, un exemple, si l'obligation cote au pied du coupon 100%, la valeur donc de marché de l'obligation est identique à la valeur nominale. Si, en revanche, l'obligation cote au pied du coupon au-dessus de 100%, alors la valeur de marché de l'obligation est supérieure à la valeur nominale. Le cours de l'obligation a donc augmenté. Le détenteur de l'obligation réalise une plus-value potentielle alors, si l'émission a été faite au pair, c'est-à-dire à la valeur nominale. Hein, si l'obligation a été émise au pair, comme le cours actuel est au-dessus de 100%, donc elle est au-dessus de la valeur nominale. En revanche, si l'obligation cote au pied du coupon au-dessous de 100%, la valeur de marché de l'obligation est inférieure à la valeur nominale, le cours de l'obligation a donc baissé, et le détenteur de l'obligation réalise donc une moins-value. On va donc prendre un exemple. Donc, prix d'obligation, c'est cours au pied du coupon plus coupon couru. Alors, par exemple, une obligation de valeur nominale 500 €, cote 99%. Donc, 99% de 500, ce qui donne 495 €.
Donc la cote de l'obligation indique à côté du cours la proportion du coupon couru en pourcent de la valeur nominale. Admettons que le coupon couru soit de 2%. Ce qui veut dire que le prix de l'obligation, c'est tout simplement 495 plus 2% de 500, c'est-à-dire 10. Donc le prix à payer est de 505 €. On va maintenant passer à une notion très importante, c'est le taux actuariel, je dis taux actuariel brut, alors soit coupon couru ou hors coupon. Brut parce que on va se placer hors fiscalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de rendement actuariel est le taux qui permet mathématiquement d'égaliser les flux décaissés et les flux encaissés liés à un même projet. Action, obligation, investissement. On a déjà vu ça sous l'angle des investissements. Rappelez-vous, j'ai un investissement à une date 0. Cet investissement-là va générer des cash flows C1, C2, C3, Cn. D'accord? On va donc calculer la rentabilité. Pour étudier la rentabilité de cet investissement, il faut comparer donc à la date 0 le montant de l'investissement, c'est-à-dire le premier décaissement, et bien sûr la somme de tous les cash flows actualisés qu'aura généré cet investissement. Cette différence est positive, l'investissement est rentable. Cette différence est négative, l'investissement n'est pas rentable. Le critère que je viens d'utiliser, c'est le critère de la valeur actuelle nette. On va effectivement donc se lancer maintenant dans un calcul et expliquer le principe. Donc le taux de rendement actuariel peut être calculé à n'importe quelle date, donc à l'émission ou plus tardivement avant le remboursement de l'obligation. Pour cela, il suffira d'établir l'équivalence donc entre la valeur de l'obligation à cette date et l'ensemble des annuités restant à percevoir à un taux T. Alors d'abord, un tout petit rappel pour ce qu'on appelle la loi d'annuité. Lorsque nous avons donc une situation comme celle-ci, admettons que l'on ait une suite de n annuités constantes et que l'on se place ici à l'instant 0, là j'ai petit a et petit a. Et nous avons donc ici n annuités constantes. Alors, pour déterminer, bien entendu, la valeur actuelle de ces annuités constantes, il suffit d'écrire, bien sûr, V0 est tout simplement égal à petit a facteur de, alors, je vais garder le taux t, facteur de 1 plus t exposant moins 1, plus a fois 1 plus t exposant moins 2, plus la valeur acquise, la valeur actuelle de la dernière annuité. Petit a fois 1 plus t exposant moins n. Bon. Ici, vous avez la somme de n termes en progression géométrique de raison 1 plus t. On va donc appliquer la formule de la somme, ce qui me donne V0 égale tout simplement petit a facteur de 1 moins 1 plus t exposant moins n sur t. Donc ceci est la valeur actuelle de n annuités constantes, je dis bien de fin de période. Autrement dit, le premier versement a lieu 1 an avant, par exemple, la réception des fonds s'il s'agit d'un emprunt. Okay, donc il est ce qu'on appelle les annuités de fin de période. Bien sûr, on aurait pu avoir petit a ici et finir à n-1. Donc cette formule-là, c'est ce que je vais utiliser pour calculer le taux de rendement actuariel.
Alors, prenons un exemple. Un emprunt obligataire, donc composé, on va dire, de 3000 obligations. Donc, peu importe le nombre, hein, on va dire 3000 obligations. D'accord? Est émis, cet emprunt est émis le 1er mai de l'année N. D'accord? Cet emprunt est émis le 1er mai de l'année N. Valeur nominale d'une obligation, valeur nominale d'une obligation 1000 euros. Valeur nominale 1000 euros. Taux facial ou taux nominal. Taux nominal 4%. Taux nominal 4%. Alors très important, on va supposer que cet emprunt a été émis au pair. Donc valeur à l'émission. Valeur donc à l'émission 1000 euros pour une obligation. On va supposer qu'il a une durée de vie de 5 ans. Durée de vie 5 ans. Et qu'il est remboursé in fine. C'est-à-dire remboursé en une seule fois. On ne s'acquittera que des intérêts tous les ans. Remboursé in fine. Et bien sûr, s'il est remboursé in fine, il faut donner la valeur de remboursement. Donc la valeur de remboursement, on va supposer que cet emprunt est remboursé au-dessus du pair. Et donc la valeur de remboursement est égale, on va dire, à 1010 euros. Valeur de remboursement égale à 1010 euros. Alors, si on me demande quel est le taux de rendement actuarial si dans le cas où, alors je le fais ici, admettons que j'ai ici mon axe, donc je me place ici à l'instant 0. Bien sûr, admettons que l'emprunt, ce qui est le cas, est émis au pair, donc 1000. Supposons qu'il soit remboursé au pair, ce qui n'est pas le cas de figure que je viens d'indiquer, hein. Donc il est remboursé au pair, donc ici, alors il est remboursé au pair, donc 1000. Bien entendu, là j'ai pris une obligation, nous aurons donc la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année et la cinquième année. Bien sûr, le souscripteur va percevoir les intérêts, le coupon annuel. Donc là, je me place bien sûr au 1, 5, N plus 1. D'accord? N plus 1. Donc là, au 1, 5, N plus 5. Donc, bien sûr, le taux nominal est de combien? 4%. La valeur nominale est de 1000. Donc, le coupon est tout simplement de 1000 fois 0,04, c'est-à-dire 40 euros. Donc, le souscripteur va percevoir 40 euros tous les ans, correspondant au coupon d'intérêt. Et bien sûr, il percevra 40 euros la cinquième année, mais la cinquième année, ces 40 euros seront majorés de la valeur de remboursement de l'obligation. Alors, dans ce cas de figure, si on vous demande de calculer le taux de rendement actuarial, la réponse est immédiate. Le taux de rendement actuarial est tout simplement
égal à la valeur, au taux, pardon, nominal. Il est tout simplement égal à 4%. Pourquoi? Parce que la valeur à l'émission est égale à la valeur nominale, qui est égale à la valeur de remboursement. Donc là, un emprunt contracté dans ces conditions, on dit qu'il a un taux de rendement actuarial égal à son taux nominal. Maintenant, si on s'intéresse à notre cas de figure, autrement dit, si maintenant, bien sûr, j'ai une émission à 1000, et cette fois-ci, j'ai bien sûr ici une valeur de remboursement qui est au-dessus du pair. Autrement dit, j'ai une valeur de remboursement qui est égale à 1010 euros. Quel est dans ce cas-là le taux de rendement actuarial? Alors, je vais libérer le tableau. Donc ici, très bien. Alors, ici, pour déterminer le taux de rendement actuarial, il faut égaler. Il faut donc choisir une date, en l'occurrence ici la date 0. Et on vous dit qu'il y a égalité entre le montant encaissé et bien sûr et l'ensemble des montants à percevoir. Tout ça ramené à la date 0. Et le taux pour lequel il y a égalité s'appelle le taux de rendement actuarial. Ici, comme ma valeur de remboursement est supérieure, comme ma valeur de remboursement est supérieure à ma valeur nominale, vous allez voir que je vais trouver un taux actuarial qui va forcément être supérieur à 4%. Autrement dit, j'aurai une obligation qui aura un rendement supérieur à 4%. Alors on y va, on va donc écrire. À l'époque 0, j'ai 1000. Donc le taux que je cherche, c'est la solution de l'équation suivante. 1000 égale. Alors là, j'ai combien d'annuités? 1, 2, j'ai 5 annuités de 40. Et vous voyez bien qu'elles sont associées ou elles représentent des annuités de fin de période. C'est exactement le schéma précédent. Donc j'écris quoi? 40 que multiplie 1 moins 1 plus t exposant moins 5 sur t. Attention, les annuités à percevoir, c'est d'abord les intérêts, bien sûr, majorés ou augmentés de la valeur de remboursement. Donc plus 1010 fois 1 plus t exposant moins 5. Donc vous aurez compris que cette équation ne peut pas être résolue selon la méthode classique. Autrement dit, il est impossible d'isoler la valeur t. Et pour ça, je vais avoir recours à une calculatrice. Donc utiliser la fonction solver de ma calculatrice. Donc à une époque, on procédait par dichotomie et on déterminait t par interpolation affine. Donc là, je vais utiliser ma calculatrice pour effectivement générer le taux de rendement. Donc après calcul, j'obtiens donc à la calculatrice un taux t égal à 4,100. Bon, je vous donne 4 décimales, j'arrondis, donc c'est 39 en réalité, ce qui fait 4,184%. Donc voilà le taux de rendement actuarial. Donc encore une fois, il faut bien poser votre équation. Bien entendu, vous avez compris que si là, je modifie et que si ma valeur à l'émission est inférieure à ma valeur nominale, autrement dit, si l'emprunt a été émis au-dessous du pair, admettons ici j'ai 900, on va dire 90, là j'aurai forcément, ou 98,
là j'aurai forcément un taux qui sera strictement plus grand que celui que je viens de trouver, c'est-à-dire supérieur à 4,184%. D'accord? Bien entendu, si on se place du côté de l'émetteur, d'accord, on parlerait plutôt de taux de revient. Car pour ce dernier, il s'agirait d'une ressource qui présente donc un coût. Donc, taux de rendement actuariel pour le souscripteur et bien entendu, taux de revient pour l'émetteur. Très bien, donc on va prendre un autre exemple. Un emprunt obligataire a été émis au pair le 1er janvier N-2 au taux facial de 9%. La valeur nominale est de 5 000 euros, donc cet emprunt est remboursable in fine sur 5 ans. Sa valeur de remboursement est de 5 200 euros. Alors le 1er janvier N, cette obligation cote 120%. Calculez le taux actuariel brut de l'obligation. Donc voici quelques éléments de réponse. Donc pour répondre à cette question, il est nécessaire dans un premier temps donc de déterminer les intérêts annuels payés, autrement dit le coupon d'intérêt. C'est 5000 fois 9%, soit 450 euros. Le cours de l'obligation au 1er janvier N est bien entendu égal à 5000 que multiplie bien sûr le cours de 120%, soit 1,2. Donc le cours de l'obligation au 1er janvier N est de 6 000 euros. Et bien sûr, là, sur 5 ans, la durée restant à courir est de 3 ans. Ensuite, il va falloir déterminer tous les encaissements et les décaissements donc sur chaque période, ce qui va nous donner un axe qui ressemble à ceci. Donc nous avons ici à l'époque 0, 6 000 euros, c'est la cote, c'est la valeur de l'obligation. 450, 450, ici bien sûr n égale 3. On va donc actualiser. Donc bien sûr la dernière annuité est composée du coupon de 450 plus la valeur de remboursement de 5200. Donc là nous avons une série de 3 annuités constantes de 450 euros chacune que l'on va actualiser grâce à la formule loi d'annuité. Donc le taux actuarial au 1N et la valeur de I, j'écris I mais ça peut être T, pour lequel il y a égalité. Autrement dit, c'est la solution de cette équation. 6000 égale la valeur actuelle de ces 3 annuités de 450 euros, plus bien sûr la valeur actuelle de la valeur de remboursement, 5200. Et bien sûr, la solution grâce à un solveur me donne un taux de 3,195, c'est-à-dire 3, on va donc cette fois-ci déterminer la valeur théorique d'une obligation à une date donnée. On va reprendre notre premier exemple où on avait une obligation de valeur nominale, vous vous rappelez, de valeur nominale N égale 1000 euros. Donc valeur nominale 1000 euros. Valeur, le taux facial 4%. Le taux facial 4%. Donc ce qui veut dire que notre coupon d'intérêt est de 40 euros. On avait une valeur de remboursement remboursée au-dessus du pair et la valeur de remboursement était de 1010 euros. Échéance bien sûr 5 ans. Échéance 5 ans. Donc ici on veut déterminer la valeur d'une obligation au 19 janvier N plus 3. 19 janvier N plus 3. Et bien sûr, sachant que le taux du marché des obligations assimilables du Trésor est de 5,2%. Donc si je trace un axe pour bien nous positionner, voilà ce qui se passe. Alors, je trace un axe, je vais essayer de le faire assez droit. Je dis bien, je vais essayer. Alors, voilà. Donc, ici, je suis au 19
au 19, au 19, 1. Donc là, le coupon se fait en N plus 3. Quand je dis N plus 3, ça veut dire le 1er mai N plus 3. Donc ensuite, le suivant, c'est mai N plus 4. Et enfin, le dernier, c'est mai N plus 5. Donc là, j'ai 40, 40, 40, et bien sûr, plus la valeur de remboursement, 1010. La date du dernier détachement est le 1er mai N plus 2. Le 1er mai N plus 2. Et là, je suis au 19 janvier N plus 3. Donc là, j'ai fait un petit calcul au-dessus. J'ai calculé le nombre de jours qui séparent le 19 janvier N plus 3 du 1er mai N plus 3. Et j'ai trouvé 102 jours. J'ai trouvé 102 jours que voici. Et bien sûr, du 1er mai, date du dernier détachement, au 19 janvier N plus 3, il s'est écoulé 263 jours. Donc, on me demande d'évaluer l'obligation, la valeur théorique de l'obligation, le 19 janvier N plus 3. Le 19 janvier N plus 3. J'ouvre une parenthèse. Précédemment, rappelez-vous, lorsqu'on avait calculé la durée entre là et là, on avait trouvé une durée D, et j'avais parlé, il fallait rajouter 3 jours, que j'ai appelé 3 jours de banque par erreur, mais on appelle ça, on dit on rajoute 3 jours ouvrés. Ça, c'était pour calculer le coupon couru qui n'est pas inclus dans la cotation. Donc là, il ne sera pas question de cette durée, puisque là, on va calculer directement, on va appliquer notre formule d'actualisation, et on va carrément, directement évaluer notre obligation à cette date. Je vous propose de le faire de 2 façons différentes. Première façon, je vais tout ramener au 19 janvier N plus 3. Autrement dit, je vais actualiser ces trois flux. Je vais les ramener au 19 janvier N plus 3, en comptant bien sûr 102 jours, plus ici 1 an. Et bien sûr ici 1 an. Donc pour ce dernier flux, c'est 2 ans et 102 jours. Pour ce flux, c'est 1 an et 102 jours. Et pour ce flux, c'est tout simplement 102 jours. Et ensuite, on va adopter un autre calcul en considérant ces 3 annuités et en les actualisant directement ici. Donc, on va faire ça sur une autre page. Ça sera beaucoup plus pratique. Très bien, donc on va reprendre notre calcul précédent. Alors, on va placer nos annuités. Alors ici, nous sommes en N plus 3. Donc N plus 3, N plus 4 et N plus 5. Ici, nous sommes le 1er mai N plus 3, le 1er 5 N plus 4 et le 1,5 N plus 5. Nous avons ici un coupon de 400 €, ici un coupon de 400 €, et bien sûr ici un coupon de 400 € plus la valeur de remboursement de 1010 €. Alors bien entendu,
On se place ici aussi en N plus 3. Et là, on se place le 19 janvier N plus 3. Et bien sûr, la période d'avant, dernier détachement, c'est le 1er mai. Et donc, bien entendu, N plus 2. Alors, on a dit que la durée qui séparait ces deux dates et la durée qui séparait ces deux dates, bon, bien sûr, elles sont pas, la distance n'est pas, je suis pas à l'échelle. Donc là, j'ai 102 jours. Et là, nous avons 263 jours. Ce qui fait bien un total de 365. Alors, je vous propose d'évaluer cette obligation, donc de calculer sa valeur théorique, en n plus 3, en le faisant de deux façons. Alors, première méthode, on va calculer donc la valeur de l'obligation en actualisant, on va donc actualiser chacune de ces valeurs. Ce qui me donne 40, que multiplie, rappelez-vous, le taux du marché est de 5,2%. Donc 1,052%. Donc 1,052 exposant, j'actualise, moins 102 sur 365. Plus 40, que multiplie 1,052 exposant moins, alors là j'ai une période pleine, une année pleine, plus bien sûr les 162 jours. Donc 162 sur 365. Plus, attention ici, il faut faire la somme des deux, c'est-à-dire 1050, que multiplie 1,052 exposant moins 2 plus 102 sur 365. Je tape tout ça à la machine, donc je prends ma calculatrice et j'obtiens la valeur 1012,34 euros. Voilà la valeur théorique de mon obligation au 19 janvier N plus 3. Alors j'aurais pu faire ça différemment et utiliser donc cette suite de 3 annuités constantes. Et dire tout simplement, ma valeur V est égale à la... Donc je ramène ces 3 annuités à quelle date? Une période avant N plus 3, un an avant N plus 3, c'est-à-dire N plus 2. Donc je vais me situer ici. En appliquant cette formule 40, que multiplie. Donc 1 moins 1,052 exposant moins 3, puisqu'il y a 3 annuités de 40, sur 0,052. Attention, je suis au 1er mai N plus 2. Du 1er mai N plus 2 au 19 janvier N plus 3, j'ai 263 jours, mais dans le sens positif. Donc ça fait multiplier par 1,052 exposant 263 sur 365. Donc ça, c'est la valeur des 3 coupons à cette date. Il faut bien entendu aussi actualiser ou ramener la valeur de remboursement à la même date. Donc plus 1010 que multiplie 1,052 exposant
moins. Alors on compte, on a dit, on a 2 années pleines plus 102 jours. Donc moins 2 plus 102 sur 365. Alors si je ne me suis pas trompé, vous devez trouver exactement la même valeur que précédemment. Donc voilà 2 méthodes pour calculer la valeur théorique d'une obligation à une date donnée. Valeur théorique d'une obligation et taux d'intérêt. Alors on va dire ça en un mot. Il faut savoir que le cours d'une obligation est une fonction décroissante des taux d'intérêt. Donc on peut tout à fait imaginer la situation suivante. Vous avez ici le cours de l'obligation, vous avez ici les taux d'intérêt en abscisse, et vous avez donc une courbe qui va lier. Donc là, vous avez vos taux d'intérêt, et là, vous avez le cours de l'obligation. Donc vous remarquez que lorsque le taux augmente, le cours de l'obligation diminue, et inversement. Lorsque le taux diminue, le cours de l'obligation augmente. C'est pour ça qu'on dit que si les taux d'intérêt augmentent, le cours de l'obligation baisse, et si le taux d'intérêt baisse, le cours de l'obligation augmente. Alors la valeur d'une obligation donc à taux fixe évolue donc comme on l'a dit en sens inverse des taux du marché ou des taux d'intérêt, et ça pour 2 raisons. D'abord une raison purement mathématique. Plus le taux d'actualisation est élevé, plus la valeur actuelle des coupons et du prix de remboursement est bas, et inversement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a calculé le cours d'une obligation. La seconde raison est bien entendu d'ordre économique. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors admettons que le rendement d'une obligation soit de 4% et que l'on puisse placer son épargne à un taux du marché supérieur, c'est-à-dire à 5% par exemple. Alors la demande pour cette obligation va forcément chuter et son cours va baisser au même moment. Jusqu'à ce, bien sûr, le principe de l'offre et de la demande, bien sûr, ceci, elle va baisser, jusqu'à ce qu'elle retrouve un rendement au moins égal à celui du marché, c'est-à-dire un rendement de 5%. Alors pour les obligations à taux variable, le problème ne se pose pas, on dit que bien sûr, elles sont insensibles à ces variations de taux. Alors si on reprend notre obligation précédente, rappelez-vous, elle avait donc un taux nominal de 4%. Elle avait un taux nominal de 4%. On avait vu que le taux du marché, pour un taux du marché de 5,2%, elle était cotée à 1012,34 €. Donc là, j'ai représenté d'un côté les taux d'intérêt. Donc, vous voyez les taux d'intérêt qui augmentent. Donc 1%, 2%, 17%. Et là, j'ai calculé, bien entendu, le cours de l'obligation. Alors, j'ai calculé le cours de l'obligation exactement aux dates précédentes. Autrement dit, le coupon est versé le 1er mai de chaque année. Et là, je me place le 19 janvier N plus 3. Et je veux donc évaluer cette obligation au 19 janvier N plus 3. J'avais trouvé 1012,34. J'ai repris les mêmes calculs, bien sûr, j'ai conservé. Donc là, vous avez la formule. Est-ce que vous la voyez? Je ne sais pas. Donc 40. Donc ça, c'est le coupon. Là, c'est la valeur de remboursement. Là, vous voyez donc le 1 plus A7. Donc c'est 1 plus I, donc 1 plus le taux à la puissance moins 3. Et si vous remarquez, quand j'ai actualisé, je me place un an avant N plus 3, donc je me place en N plus 2. Et rappelez-vous, il y avait 263 jours, plus bien sûr 1010 actualisé. Donc 1 plus le taux, puissance moins, alors 2
plus bien sûr 102 jours, ce qui me donne donc un cours 2012. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le taux, lorsque le taux augmente, et le cours de l'obligation diminue. Vous voyez, le cours de l'obligation diminue. Donc, vous voyez, pour un taux de 17%, le cours est à 805. Vous voyez, ici, vous avez ce qu'on appelle la courbe qui lie le taux et le cours. On va maintenant essayer de mesurer ce qu'on appelle le risque obligataire, donc lié donc au risque de taux. Alors d'abord, première notion, c'est la maturité. Euh, donc qu'est-ce que c'est la maturité? Elle est aussi appelée durée de vie résiduelle. Donc elle exprime le temps devant s'écouler entre une date quelconque et la fin de vie de l'emprunt. Donc la fin de vie est fixée bien sûr contractuellement entre l'émetteur et le souscripteur dès le départ. Donc plus on s'approche du remboursement final de l'emprunt, plus la maturité se réduit. Donc la maturité est une indication de la durée de vie restant à courir d'une obligation et donc de la durée de son exposition à un risque de taux. Donc bien sûr pour les obligations à taux fixe. Donc plus la maturité sera grande, exemple 10 ans, plus l'obligation sera susceptible d'être affectée par les variations de taux d'intérêt. En conséquence et de manière générale, plus la maturité est grande, plus le montant de la rémunération servie devra être plus important, tout simplement parce que plus risqué. Alors on va aborder dans la suite deux paramètres qui nous permettent de mesurer justement ce risque. D'abord la duration, qui va mesurer donc la durée moyenne de vie, et bien entendu la sensibilité, qui va aussi intégrer la notion du risque lié au taux d'intérêt. Donc la duration d'une obligation est un outil utilisé pour mesurer la sensibilité au taux d'intérêt. Donc les investisseurs en obligations sont souvent attentifs aux variations des taux d'intérêt, car tout mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure, à la hausse ou à la baisse, a un effet inverse sur leurs obligations. Donc une hausse des taux d'intérêt rend en effet une obligation déjà émise moins attrayante. Logique, puisque une hausse des taux d'intérêt va forcément générer une baisse de cours. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est la duration? La duration est une mesure de la durée de vie moyenne d'une obligation non encore remboursée exprimée en années à une date considérée. Elle se calcule, alors attention, elle se calcule par la moyenne arithmétique des flux actualisés et pondérés par les poids respectifs des diverses ou des différentes échéances. Donc dit comme ça paraît compliqué. On va essayer de mettre en place un calcul très simple. Donc ceci est la formule mathématique de la duration. On va essayer de la détailler tout à l'heure. Donc nous avons D égale, vous voyez, donc ça ce sont tous les flux à courir, donc les FT variant de 1 à N. Bien sûr, R étant le taux du marché, actualisé au taux du marché. Et bien sûr, ici, vous avez la durée. Donc, tous ces flux actualisés sont pondérés par la durée, d'accord, restant à courir. OK? Divisé, bien sûr, par, tout simplement, la valeur de l'obligation. Donc, c'est tous les flux ici actualisés, bien sûr, au taux du marché. Et donc là, vous avez la valeur V. Donc ça, c'est la duration qui est bien sûr exprimée en années. Très bien, donc je vais prendre l'exemple précédent. Rappelez-vous, on avait donc une obligation remboursable in fine en N plus 5. Et donc, on va se placer en N plus 2. Donc, il nous restera
à verser, donc si je fais un petit schéma, il nous restera à verser donc n, alors n plus, en se passant n plus 2, qui va nous rester à verser n plus 3, n plus 4 et n plus 5. Donc là, rappelez-vous, j'avais un taux nominal de 4%, donc là j'aurai 40, et j'ai une valeur de remboursement de 1010. Donc là, ça me fera 1050 au total. Et je me place en n plus 2. On va donc calculer la duration ici. Alors voilà comment on va faire. Je vais vous donner les résultats tout à l'heure. Donc là, j'ai l'échéance T. Donc 1, 2 et 3. Là, j'ai mon flux F. Donc là, j'ai les flux F 40 et 1050. Là, je vais calculer les flux actualisés. Alors, c'est quoi les flux actualisés? C'est exprimer 40 à l'époque n plus 2. Donc, ça fait 40 que multiplie 1,0, rappelez-vous le taux du marché, 5,2%. Donc, 0,52 exposant moins 1. 40 que multiplie 1,052 exposant moins 2. 40 que multiplie 1,52 52 exposant moins 3. Donc là, j'ai fait les calculs, ça va donner 38,02. Donc ici, 36,14. Ensuite, 901, attention, j'ai fait une erreur, c'est pas 40, mais c'est 1050. J'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs. Alors, 1050. Et là, ça fait 901,87 pour un total de 96,03. Alors, très bien, donc je vais essayer de reprendre tout ça proprement parce que ça s'est effacé. Donc j'avais ici T 1, 2 et 3. J'avais ici les flux, donc il y en a 3. Le premier 40, premier coupon, deuxième coupon, troisième flux 40 plus 1010, ça fait 1050. Ensuite, le flux actualisé, nous avons donc la valeur directement 38,02. Ensuite, 36,14. Ensuite, 901,87. Et nous avons un total de 976,03. Ensuite, nous avons ici les flux actualisés pondérés, vous voyez, les flux actualisés pondérés par la durée, ce que j'appelle ici T grand FT. Donc là, j'ai T grand FA. Je vais donc multiplier 1 par 38,02, ce qui donne 38,02. Ensuite 2 par 36,14, ce qui donne
72,29. Ensuite, 3 fois 901,87, ce qui donne 2705,60. Je fais la somme. Et j'obtiens la somme de 2815,91. Ben, la duration grand D, c'est tout simplement le rapport entre 2815, vous voyez, ce numérateur-là, cette valeur-là, 2815,91, sur, bien sûr, le cours de l'obligation, la somme des flux actualisés, c'est-à-dire 976,03. Alors, je sais pas, ça fait à peu près 2,88. Alors, il faut savoir que, en réalité, quand vous avez cette séquence-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rappelle à peu près ce qui se passe. Voyez, vous prenez une tige métallique, et sur cette tige-là, par exemple, vous mettez des poids. Voyez, vous mettez des poids. Voyez, des poids ici. Et ici, bien sûr, un poids plus grand. Et ici, peut-être un poids encore beaucoup plus grand. Voyez. Et donc, la duration, c'est presque le couteau qu'il faut placer sur cette barre pour réaliser l'équilibre. Donc, vous voyez ici, cette masse-là est plus importante que les autres, ce qui veut dire que l'équilibre sera très proche de cette valeur-là. Donc ici, vous avez une duration qui est quasiment très proche de l'échéance, tout simplement parce que vous avez un poids du dernier flux qui est relativement important par rapport aux deux autres. Donc ça, c'est la duration qui est égale à 2 années,88. Alors on peut l'exprimer en mois en multipliant 0,88 par 12. Alors bien sûr, plus la duration est courte, plus l'obligation présente un intérêt. Parce qu'en réalité, la duration, c'est la date, pour schématiser, c'est la date à partir de laquelle on va dire l'obligation est peu, voire pas du tout sensible aux variations de taux. C'est à partir de cette date-là qu'elle présente effectivement le moins de risque. Très bien, là j'ai posé le calcul plus simplement, donc j'ai repris les flux qui sont là. Là j'ai calculé bien sûr les flux actualisés au taux de 5,2%, donc voilà la formule. B2, donc B2 que multiplié 1, 0, 52 exposant moins 1, puisque A2 c'est la durée 1, bien sûr cette formule a été recopiée. Ici j'ai fait bien sûr la somme, là j'ai calculé la pondération, donc j'ai pondéré chacun de ces flux, donc j'ai pondéré C2 par A2, et j'ai calculé la somme, et bien sûr là, alors j'ai dit, pardon, j'ai dit 2,88, mais en réalité c'est 2,88 des poussières, donc c'est arrondi à 2,89. Dernier point donc à traiter, c'est la sensibilité. Donc une fois que la duration a été calculée, il est facile de déterminer donc la sensibilité d'une obligation. Alors la sensibilité d'une obligation est la variation de la valeur de cette obligation provoquée par la variation de 1 point du taux d'intérêt. En effet, la relation, elle est égale à, donc il y a toujours un signe moins, moins D divisé par 1 plus R. R étant le taux du marché et D la duration. Donc dans notre exemple précédent, si on veut calculer la sensibilité, on va donc diviser 2,89 par 1,052. Donc la sensibilité permet de connaître la valeur future d'une obligation, bien sûr en envisageant différents scénarios de taux d'intérêt. Donc ça c'est très important
pour la raison suivante. Alors, il faut savoir que les gestionnaires de portefeuille font des paris sur l'évolution des taux. Alors, si forcément, s'ils anticipent une baisse des taux, ils vont choisir donc les obligations les plus sensibles. Pourquoi? Parce qu'elles vont, si les taux vont baisser, donc elles vont amplifier la hausse des obligations. En revanche, si le gestionnaire anticipe une hausse des taux, il ira vers les obligations les moins sensibles. Donc rappelez-vous, si le taux baisse, le cours de l'obligation augmente et inversement. Alors bien sûr, maintenant, on aurait pu, avant de donner un exemple numérique, pour ceux que ça intéresse, là j'ai développé un petit peu l'aspect mathématique pour retrouver la relation qui lie la sensibilité S et bien sûr la duration. Donc comme la sensibilité d'une obligation exprime la variation relative en pourcent du prix V d'une obligation pour une variation R du taux d'intérêt, donc on a S égale dV sur V divisé par dr. Donc la réécriture nous permet de voir que ça, c'est tout simplement la dérivée logarithmique de V. Donc ici, j'ai bien 1 sur V égale V' fois R. Donc V est une fonction du taux. Rappelez-vous, V, c'est la valeur de notre obligation, qui est égale au cash flow, donc au premier flux, divisé par 1 plus i puissance moins 1 plus le second fois 1 plus i puissance moins 2 et ainsi de suite. D'accord? Et donc, voilà ce que ça donne si on fait les calculs. Donc, on va donc dériver cette expression. On va dériver cette expression. Donc, ça, c'est de la forme UN. La dérivée de UN, c'est n, un-1, u'. Donc là, le petit moins, vous le voyez devant. La dérivée de t, la voici. Bien sûr, j'ai dérivé 1 plus r, donc moins t, moins 1. Et à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur, la dérivée de r, c'est 1. Donc ça me donne bien moins 1 ici. Ensuite, je réécris la chose. Donc 1 plus r moins 1, exposant moins 1, moins t moins 1. Je peux éclater ça en deux. Donc 1 plus r exposant moins t que multiplie 1 plus r exposant moins 1. Alors 1 plus r exposant moins 1, bien sûr, comme il n'est pas impacté par le signe somme, je peux le sortir, ce qui me donne moins 1 sur v fois 1 plus r. Ensuite, je mets le 1 plus r ici, je divise, je réécris en réalité cette expression-là. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Là, c'est tout simplement l'expression de la duration. Donc j'ai bien S égale à moins 1 sur 1 plus R fois D. C'est-à-dire grand S égale moins D sur 1 plus R. Alors, dans les journaux financiers, le signe moins n'intervient pas. Donc, si on reprend notre exemple précédent où on avait, je pense, on avait une duration à 2,89. Rappelez-vous, j'avais un taux de 5,2%. Donc, si je divise 2,89, n'est-ce pas? Je divise 2,89 par 1,052, j'obtiens 2,747. Donc, on va dire 2,75. Donc, la sensibilité est égale à 2,75. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que si le taux augmente de 1 point, de 1%, eh ben, l'obligation va chuter de 2,75%. Et inversement. On va essayer de reprendre. Très bien, donc on reprend les calculs, on va prendre un exemple. Si on reprend notre obligation précédente, et donc échéance 3 ans, puisqu'on s'est placé en N+2, et donc si on veut calculer, regardez bien, on va calculer le cours de l'obligation
le cours de l'obligation si le taux est de 4%. Donc avec un taux du marché égal à 4%. Donc quel serait le cours de cette obligation? Donc V égale tout simplement 40, n'est-ce pas, que multiplie 1 moins 1,04 exposant moins 3 sur 0,04 plus, rappelez-vous, la valeur de remboursement qui est de 1010 que multiplie 1,04 exposant moins 3. Et donc à 4%, ça fait donc 1008,89. 1008,89. Ok. Maintenant, on va faire varier le taux de 1%. Donc le taux va passer à 5%. Donc le taux, il passe à 5%. Calculons le cours de cette obligation. C'est toujours donc 40. Cette fois-ci que multiplie 1 moins 1,05 exposant moins 3 sur 0,05 plus 1010 que multiplie 1,05 exposant moins 3. Et le calcul me donne 981,41. Alors essayons de trouver le taux de variation et ça sera effectivement notre sensibilité. Donc bien sûr le résultat, ce taux-là on va le multiplier par 100 puisque la sensibilité s'exprime en pourcent. On va donc calculer et on va trouver 900, valeur finale 981,41 moins 1008, valeur initiale, 89, le taux divisé par la valeur initiale, multiplié par 100. Multiplié par 100. Alors on peut mettre un signe moins devant si on veut. Alors, et c'est égal à. C'est égal à moins 2,76%. Moins 2,76%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que si le taux du marché passe de 4% à 5%, autrement dit s'il varie de 1 point, alors le cours de l'obligation va diminuer de moins 2, va diminuer tout simplement de 2,76%. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on avait appliqué la formule à partir de la duration, je crois que c'était 2,80. Alors, non, je crois que je me suis trompé. Là, ça fait plutôt, là, je crois que ça fait pas 2,76, mais ça fait 2, bah si, 76. Non, c'est bon. 2,76. Et dans le cas de la duration précédente, on avait S égale moins 2,89 divisé par 1,052. On avait trouvé 2,75, 74,7. 75. Alors attention, ces valeurs, bien sûr, sont différentes, car ici, bien sûr, nous sommes dans une situation linéaire, alors que là, rappelez-vous, nous avons une courbe. Donc là, il y a même, on fait souvent allusion à la convexité liée aux obligations, mais bon, ça c'est, ça nous fait rentrer dans des aspects mathématiques assez complexes, puisque là, tout à l'heure, pour trouver la sensibilité, j'ai calculé la dérivée. Là, il va falloir calculer la dérivée seconde. Voilà, ainsi s'achève notre séquence sur le marché des obligations. Alors donc, bien sûr, cette vidéo s'adresse surtout principalement aux étudiants préparant donc le DSCG.
bien sûr, ceux qui préparent le DCG, voire les écoles de commerce, effectivement, pourraient être aussi intéressés. En tous les cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis donc à très très bientôt.